Comme vous le savez, la France et le Gabon co-président cette mission du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité n'était pas venu ici depuis octobre 2018, donc il était temps que nous revenions. Le Conseil s'est rendu à Kinshasa, nous avons vu les autorités, d'autres responsables politiques, la société civile, des acteurs humanitaires, le Parlement bien entendu. Mais nous sommes aussi venus à Goma sur le terrain, à la rencontre des acteurs locaux, et tout ça accompagné par les Nations Unies. Je salue la présence à nos côtés de Bintou Keïta, qui est la représentante spéciale du secrétaire général pour la RDC et chef de la MONUSCO. Cette visite a été très utile. Il ressort évidemment principalement de nos échanges une vraie préoccupation profonde et légitime à l'égard de la dégradation de la situation dans l'Est due à l'action des groupes armés, le M23, les ADF, la Codeco et bien d'autres encore. On a un niveau de violence sans précédent, une crise humanitaire, le pillage des ressources, des morts. Les populations civiles souffrent beaucoup. On l'a encore vu ce matin puisqu'on a visité un camp de réfugiés, de personnes déplacées, pardon. Et donc il est urgent de se mobiliser tous pour essayer de trouver des réponses à cela. Face à cette situation, le message principal de la mission du Conseil de sécurité et des Nations Unies est de réaffirmer au peuple congolais et aux autorités de la République démocratique du Congo que les Nations Unies sont là, que la communauté internationale est là et que la RDC n'est pas seule. Nous sommes là pour aider. La souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale de ce pays sont des choses essentielles, ça n'est pas négociable. Et donc les partenaires internationaux, les Nations Unies, les organisations régionales doivent se mobiliser encore davantage pour préserver cette intégrité territoriale, cette souveraineté. Sur la situation sécuritaire, notre but est très clair. Tous les membres des groupes armés doivent être démobilisés, déposer les armes, renoncer à la violence, participer au processus de Nairobi, retourner dans leur pays d'origine, et le M23 doit se retirer. Dernière observation, les Nations Unies sont très mobilisées, le Conseil de sécurité, la mission, les différents organes, les agences humanitaires aussi qui sont toutes ici. Elles font du mieux possible, elles peuvent faire davantage et on va y réfléchir. Il faut également que les autorités de République démocratique du Congo les aident. Ce matin, par exemple, on a vu un camp de réfugiés, de personnes déplacées, qui était sur un site autorisé qui permettait au HCR, à l'UNICEF, à l'Organisation des migrations, d'opérer et de faire du bon travail. On a demandé aux autorités de République démocratique du Congo de mettre à la disposition des Nations Unies d'autres sites. Bien entendu, la réponse humanitaire n'est pas la seule, et la réponse à la crise doit avant tout être politique, un règlement politique. L'absence de règlement politique crée une crise sécuritaire, et la crise sécuritaire crée une crise humanitaire. C'est dans cet ordre que les choses se présentent. Donc la réponse est avant tout une réponse politique qui doit survenir et que nous appelons de nos voeux et pour laquelle nous nous mobilisons. Mais on est confronté à une urgence, à une crise humanitaire aussi. Pour la crise humanitaire, je lance quand même cet appel. Les Nations Unies et nous sommes tous prêts. Vous savez que le président français Emmanuel Macron était là la semaine dernière. Il a apporté une aide supplémentaire très conséquente. Pour que cette aide soit utilisée, il faut que les autorités de la République démocratique du Congo facilitent la tâche aux acteurs humanitaires, et en l'occurrence dans la zone de Goma, mettent des sites supplémentaires à disposition des Nations Unies pour qu'elles puissent aider les populations à vivre dans des conditions moins précaires et je ne dirais pas décentes, mais plus humaines. Voilà, j'en arrête là et je passe la parole à l'ambassadeur du Gabon. Merci beaucoup. En complément de ce que vient de dire mon collègue ambassadeur de France, je voudrais dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu à être en RDC, être à Kinshasa, être à Goma, et surtout venir sur le terrain toucher les réalités du doigt. Nous sommes venus pour nous enquérir de comment apporter
les réponses aux causes profondes des conflits. Je pense notamment à l'exploitation illicite et illégale des ressources naturelles, à la lutte contre l'impunité, la lutte contre les trafics et la protection des stocks d'armes. Des progrès ont été réalisés pour tarir les sources de financement des groupes armés, pour lutter contre les violences sexuelles, pour protéger les enfants. Nous sommes entretenus ce matin avec des femmes de la société civile. Plusieurs d'entre elles ont reconnu les progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre les violences sexuelles, mais il reste à faire, beaucoup reste à faire, et nous pensons qu'il faut faire davantage. Mais nous devons faire toujours plus, et les partenaires internationaux sont au rendez-vous pour aider la République démocratique du Congo. Face à la crise humanitaire, notre visite permet, et c'est notre ambition, de soutenir la mobilisation des partenaires pour aider les populations les plus vulnérables. Nous avons visité ce matin, mon collègue ambassadeur de France l'a dit, le camp de déplacés de Bouchagara, non loin d'ici. Nous savons qu'il y a plusieurs autres sites de personnes déplacées qui sont moins structurés et qui ont un standing beaucoup moins structuré que celui de Bouchagara. Il est important que tout soit fait pour que les sites soient à la disposition de la MONUSCO et que les conditions humaines soient réservées. Il faut surtout aussi que la sécurité soit établie dans les camps de déplacés. Ça, c'est la responsabilité des autorités congolaises pour éviter les viols qui sont dénoncés, dont nous avons eu des témoignages assez effroyables. Les besoins sont immenses, alors que le pays connaît 5,7 millions de personnes déplacées. Nous allons poursuivre notre plaidoyer à New York pour que l'aide parvienne à ceux qui ont besoin. Notre visite, elle intervient aussi alors que le pays, la RDC, s'avance vers des élections à la fin de cette année. Nous avons encouragé tous les acteurs politiques à continuer à œuvrer en faveur de processus pacifiques, processus transparents, inclusifs et crédibles, et prenant en compte le narratif des femmes et surtout leur représentation pour ces élections, conformément à la constitution congolaise et à la loi électorale du pays. La dimension régionale a aussi été au cœur de nos discussions. 10 ans après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, cet accord cadre reste et demeure la boussole qui doit guider l'action de la communauté internationale, notre action, car le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo nécessite l'engagement de l'ensemble de la région. Nous avons rencontré hier les représentants des initiatives régionales en cours à l'est du pays. Nous avons réaffirmé notre soutien au processus de Nairobi, dirigé par la communauté de l'Afrique de l'Est, et à la médiation mandatée par l'Union africaine sous l'égide de l'Angola. Nous avons marqué l'impératif de la bonne coordination entre les initiatives de la région et l'action des Nations Unies. Je pense notamment aux synergies entre la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et la MONUSCO. Enfin, je vais terminer par là, c'est notre conseil qui mandate la MONUSCO. Cela est important à être rappelé. Et la mission a été au centre de nos échanges. La MONUSCO est là avec l'accord des autorités congolaises pour protéger les civils et soutenir la stabilisation de la RDC. Nous avons marqué notre préoccupation face à la récurrence des attaques contre la MONUSCO, y compris lors des manifestations violentes. Plusieurs casques bleus, comme vous le savez, ont perdu la vie. La sûreté et la sécurité du personnel et des biens des Nations Unies est importante, elle doit être assurée. Je vous remercie de votre attention et nous sommes disposés à répondre aux questions. Merci. Moi, c'est Fiston Issemwami. Je suis Fiston Issemwami, comme je le disais. Je suis correspondant de la Voix de l'Amérique, VOA, service Lingala. Alors voici la toute première question. Y a-t-il un mécanisme que le Conseil des Nations Unies envisage pour protéger les populations séquestrées
dans les zones occupées par l'A23, cette période de guerre? C'est la toute première question. La seconde, après vos enquêtes objectives, systématiques, avez-vous déjà déniché les auteurs qui avaient bien sûr abattu l'hélicoptère de la MONUSCO, qui a vraiment coûté la vie à plusieurs casques bleus dans le territoire de Orujo? Merci. Une par une. Oui, on prend une par une ou on prend plusieurs? Ok, très bien. En tant que membre du Conseil de sécurité, nous sommes très engagés pour l'ouverture des couloirs humanitaires et l'accès à toutes les personnes en détresse. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans le plaidoyer, dans l'action du Conseil de sécurité. Par rapport au deuxième volet de votre question, vous êtes très bien édifié qu'il y a un groupe d'experts qui a été mandaté par le comité de sanctions. Ce groupe d'experts a travaillé ici en RDC. Elle a documenté l'ensemble des faits, et le rapport de ce groupe d'experts relève du domaine public. Vous savez exactement tout ce qui a pu, les tenants et les aboutissants de ce rapport. Ce rapport est factuel, il reste à être examiné par l'ensemble du Conseil. Je vous remercie. Merci. Patient Ligodi pour Actualité Procédé RFI. Ça va? Ça va. D'accord. Vous avez parlé d'urgence plusieurs fois. Je comptais en urgence. Qu'est-ce qu'il faut changer particulièrement au sein de la MONUSCO, la mission des Nations Unies? La mission dit clairement qu'elle n'est pas en mesure de combattre le M23, qui agit comme une armée classique. La mission dit qu'elle ne peut pas combattre le M23, mais la mission éprouve des grosses difficultés, ça vous le savez. Mais vous parlez d'urgence. Mais urgemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour soit fermer la mission, soit la rendre beaucoup plus utile face à cette nouvelle menace, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de cette menace que le M23 qui conquiert quand même des espaces. L'autre question pour moi, c'est, il y a cette dame qui a fui Kisigar et que vous avez rencontrée, qui vous attendait comme on attendrait le Messie. Cette femme qui vous a vu repartir, elle doit s'attendre quoi concrètement à la fin de cette mission? Cette dame sait que le M23 conquiert des espaces, elle a aussi vu beaucoup de militaires rwandais traverser la frontière, elle sait aussi qu'il faut frapper la main qui arme le M23. Jusqu'à quand? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'elle attendra de vous concrètement? Merci. Sur la première question, et mon collègue gabonais répondra à la seconde, la situation dans l'Est est connue. On a le M23 qui a progressé notamment depuis la fin de l'année dernière. Il occupe maintenant une portion assez importante au nord de Goma. Il y a d'autres groupes aussi, plus au nord, les ADF, Codeco et plein d'autres groupes. Et donc, on est confronté à une situation grave sur le plan sécuritaire et des perspectives qui peuvent être encore plus graves. Dans ce contexte, je voudrais juste rappeler que les Nations Unies, la MONUSCO, est une opération de maintien de la paix. On le voit, les véhicules sont blancs, les soldats ont des casques bleus ou des bérets bleus. C'est pas une opération de guerre, c'est une opération de maintien de la paix. Donc c'est une opération dont le mandat consiste à appliquer un accord de paix et à monitorer, à piloter la mise en œuvre d'un accord de paix. Elle n'est pas là pour faire la guerre. Ça doit être très clair. Il y a une répartition des rôles. La MONUSCO est là aussi pour protéger les civils. Donc défendre les populations, ça fait partie de son mandat. Attaquer des groupes ne fait pas partie de son mandat. Donc il faut qu'il y ait une bonne conscience de la répartition des rôles. Pour ce qui est de protéger les civils, c'est bien le mandat de la MONUSCO. On peut effectivement s'intéresser à la mise en œuvre de ce mandat. Comment peut-elle mieux protéger les civils? Comment lui donner plus de moyens pour qu'elle le fasse? Comment lui donner plus d'accès? Ensuite, il y a une responsabilité qui incombe aussi à la République démocratique du Congo elle-même, au FARDC. Les FARDC sont chargés de la sécurité du pays. C'est un pays souverain avec son armée, et l'armée congolaise
doit également faire agir. Et agir contre les groupes, c'est principalement la responsabilité des FARDC, ça n'est pas celle de la MONUSCO. Celle de la MONUSCO est de protéger les civils. Donc c'est assez important de le rappeler, parce qu'il faut que les choses soient clairement dites et que les responsabilités respectives soient rappelées et établies. La réponse à la deuxième pan de votre question, vous demandiez quelle réponse donner à cette dame qui nous a vu arriver et qui nous voit repartir. Deux choses sont attirées de l'attitude de toutes les personnes qui sont en détresse. Devant la détresse et l'urgence, il n'y a pas de discours à faire. Il y a une principale chose à faire, c'est la prise de responsabilité. Qui doit faire quand, à quel moment et comment. Et sur les responsabilités, il y a, mon collègue français l'a dit tout à l'heure, il y a la responsabilité des autorités congolaises. Qu'est-ce que les autorités congolaises doivent faire? Qu'est-ce qui est de leur ressort? Ici, c'est la République démocratique du Congo. La responsabilité principale dans la protection du territoire, la protection des civils incombe à la République démocratique du Congo. Deuxième chose, il y a la responsabilité face à l'urgence, face à la détresse des partenaires humanitaires. Et nous sommes là pour les mobiliser. Nous leur disons qu'il y a urgence ici, qu'il y a de la détresse ici, et que c'est le moment où il faut donner, c'est le moment où il faut se mobiliser, c'est le moment où il faut agir. Et la présence du Conseil de sécurité est un driver, un attireur d'attention. Il y a naturellement la responsabilité des Nations Unies, celle du Conseil de sécurité, et nous sommes là pour non seulement mieux comprendre, pour mieux agir. Je vous remercie. Voilà, je m'appelle Monsieur Daniel Bichobero, je suis journaliste indépendant. J'ai des questions, des hypothèses s'élèvent. La première, c'est de mener des offensives au groupe armé M23. La deuxième, c'est d'entamer un dialogue, sachant qu'hier même, il y a eu des bombes qui ont été larguées dans la cité de Saké, la plus peuplée bien sûr, de ce côté de l'ouest de la ville de Goma. Quelle est la position du Conseil des Nations Unies? Faut-il aller au dialogue ou faut-il lancer des offensives contre le groupe armé M23? Merci. Alors, mon collègue gabonais souhaitera peut-être ajouter quelque chose. Je tiens à rappeler très très clairement, sous aucune ambiguïté, que le Conseil de sécurité condamne l'action du M23. On l'a fait lors de différentes décisions, déclarations à la fin de l'année dernière. On continuera à le faire. Premièrement, on condamne l'action du M23. Deuxièmement, vous le savez sans doute aussi, le Conseil de sécurité a un régime de sanctions qui couvre la RDC. Le leader du M23 est sous sanction au titre de ce régime. Donc c'est quelque chose de marquant, c'est une mesure coercitive sous chapitre 7. Troisièmement, et là en tant qu'Européen, je le rappelle aussi, l'Union européenne, alors ça c'est des mesures que prend l'Union européenne, c'est pas le Conseil de sécurité, ce ne sont pas les Nations Unies, mais l'Union européenne a également pris des mesures en décembre contre les groupes armés présents dans l'est de la RDC, et le porte-parole du M23 était par exemple mis sous sanction aussi. Donc il y a une pression, il y a des mesures coercitives qui sont prises parmi d'autres contre les leaders du M23. C'est une stratégie qui va se poursuivre et s'amplifier et à laquelle nous tenons. Ensuite, et je l'ai dit il y a quelques instants, la MONUSCO n'est pas une opération de guerre et c'est pas elle qui peut mener un combat frontal contre un mouvement comme le M23. C'est très clair. Ça, c'est plutôt la responsabilité des FARDC. Et à cet égard, je crois qu'elle pourrait faire davantage. Je voudrais apporter un complément sur la question que vient de poser notre ami, et certainement cet élément va intéresser beaucoup ceux qui vont parler de sanctions. Nous avons déjà répondu dans plusieurs interactions sur la question des sanctions. Je voudrais redire que le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'organe principal de l'ONU en charge du maintien de la paix internationale. Ces outils pour maintenir la paix internationale sont la négociation, le dialogue, mais aussi les sanctions. Et je suis au sein du Conseil de sécurité
celui qui préside le comité de sanctions concernant la RDC. Et j'ai mené ici en RDC et dans la région au mois de novembre une mission ici dans ma qualité de comité de sanctions, accompagné de tous les membres de ce comité de sanctions. Et je peux vous dire, n'est-ce pas, que dans mon rôle, dans mon ruling, il y avait deux questions principales que j'ai posées à tous les acteurs que j'ai rencontrés ici. J'ai passé 5 jours en RDC. La première question, c'est: est-ce que vous pensez que les sanctions sont utiles? Deuxième question: qui doit être sanctionné? Et nous continuons à travailler. Donc nous avons toutes les options à la disposition du Conseil de sécurité sur la table. J'espère que nous avons répondu à votre question. Bonjour, Aurélie Bazara pour France 24. J'ai deux questions. Vous condamnez clairement le M23. Est-ce que vous suivez les experts des Nations Unies qui ont condamné le soutien rwandais au M23? Et ma deuxième question, c'est: ce matin, dans le camp de déplacés, vous avez évoqué encourager un règlement diplomatique de ce conflit, mais est-ce qu'il y a comment je pourrais dire, que les feux sont allumés au vert pour encore encourager, alors que 3 cessez-le-feu ont déjà été violés? Sur le premier élément de la question, c'est clair, c'est-à-dire que la présence du M23 n'est plus à démontrer, elle s'étend, et troisièmement, il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu, et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Peut-être l'autre question. J'ai pas répondu à la deuxième. J'avais ma deuxième question sur le règlement diplomatique. Est-ce que c'est encore possible après 3 cessez-le-feu? Je pense que la diplomatie, elle est toujours de mise. La diplomatie est le mot par excellence dans les relations internationales. C'est l'outil principal des Nations Unies. Nous prenons la négociation, nous exigeons le cessez-le-feu. Nous avons eu une interaction hier avec le mécanisme de vérification de l'effectivité du cessez-le-feu. Nous avons pris acte des détails qu'ils ont portés à notre attention. Nous pensons qu'à tout moment, il faut négocier, à tout moment, il faut dialoguer, et à tout moment, la diplomatie doit prévaloir. Merci, c'est ouvert de la RTNC. J'ai 2 préoccupations. La première, vous avez rencontré les femmes, elles ont demandé 3 choses. Quelle sera la priorité parmi les 3 choses que les femmes ont demandé? Est-ce la condamnation des envahisseurs et leurs supplétifs? Est-ce des sanctions où il faudrait finalement activer le volet chapitre 7? Vous avez été avec le chef de l'État, il a insisté sur le chapitre 7 sur la mesure. Va-t-on continuer à attendre l'observation? Battez-vous, nous allons faire rapport, et puis après. Bon, on a parlé de 2 choses avec les femmes, les violences sexuelles d'abord, et puis ensuite leur association au processus de paix. Votre question porte sur le premier volet. Sur les violences sexuelles, c'est évidemment monstrueux, inacceptable. Il faut continuer à essayer de réduire et éliminer ce phénomène. Il y a plusieurs réponses. Vous avez évoqué les condamnations. Je crois qu'on n'en est plus aux condamnations. Je crois que les femmes qui sont victimes de ces violences n'ont pas besoin de condamnations supplémentaires. Il y en a eu beaucoup. Il faut des réponses fortes. Il y a des réponses qui doivent être des réponses juridictionnelles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne peuvent pas matériellement se mobiliser envers chacun des violeurs, des responsables. Là, il y a un dossier qui est clairement du ressort de la République démocratique du Congo, de la justice, de la police.
On connaît les faiblesses. La communauté internationale est évidemment prête à aider la justice de cet État, les différents mécanismes, mais la réponse principale vient de là. Ensuite, vous avez évoqué le chapitre 7 et les sanctions. C'est une piste importante aussi. À titre personnel, c'est quelque chose dont on doit discuter avec les autres membres du Conseil de sécurité. À partir du moment, puisque c'est ça le mandat du Conseil de sécurité, où les violences sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre, là, le Conseil de sécurité, à mon avis, doit agir et doit mettre sous sanction les responsables de ces actions. Il s'agit par exemple de mettre sous sanction le responsable militaire ou le responsable d'un groupe qui a ordonné une action massive de ce type. Là, on est parfaitement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité. Et pour ma part, et je m'exprime là au nom de la France, je trouve que nous devrions, Conseil de sécurité, faire davantage dans ce domaine. Oui, moi je suis M. Okito Papi, responsable du journal Éco d'Opinion. Ma question est de savoir, si nous voyons des délégations et des délégations qui passent en RDC, et que la population considère comme ils viennent pour le tourisme, parce qu'ils n'ont pas de solution, vu que la souffrance continue. Mais aussi, le M23 tient tête à toutes les organisations du monde, que ce soit les pays du monde aussi. Et vous, vous êtes quand même une organisation suprême des Nations Unies. Qu'est-ce que vous pensez de ces groupes armés qui tiennent tête à tout le monde? Merci. Je voudrais vous redire, peut-être avec beaucoup plus d'éléments, ce que nous avons dit tout à l'heure. La complexité de la situation en RDC, à l'est de la RDC, l'ampleur de la détresse, ne peut pas se régler par un coup de bâton magique. Mon collègue français l'a dit tout à l'heure, la condamnation est une étape. Mais après avoir condamné, est-ce que ça met fin, n'est-ce pas, à la situation? La réponse est non. Il faut envisager toutes les palettes pour mettre fin à la situation extrêmement difficile que vivent les femmes, les enfants et les hommes à l'extérieur du dossier. Et cela, nous l'avons dit, c'est tous les outils dont dispose le Conseil de sécurité, dont dispose la région, la diplomatie. Elle doit être le commencement et la fin. Les sanctions sont un outil, et vous avez bien fait de les évoquer tout à l'heure. Les visites comme celle-ci, les visites de tous ceux qui viennent rencontrer les acteurs sont utiles et fondamentales dans la compréhension et pour pouvoir agir. On ne peut pas agir de loin. Et je pense qu'il n'est pas de bon ton de se lasser, de ceux qui viennent sur le terrain pour s'enquérir des réalités. Je vous remercie. J'ai une question. Oui. Je suis Mélisse Boissy. Alors je disais, je suis Mélisse Boissy du journal Le Potentiel de Kinshasa. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, le divorce est consommé entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, d'autant plus que dans vos dires, vous revenez toujours dans l'aspect dialogue, négociation, alors que le gouvernement de Phoenix ne veut pas dialoguer avec le rebelle du M23. Et vous avez dit tantôt que la MONUSCO n'est pas une opération de guerre. Et dans l'opinion publique, on dit, c'est pourquoi aujourd'hui vous vous penchez plus sur le volet humanitaire que sécuritaire. Ne pensez-vous pas que le divorce peut être consommé aujourd'hui entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, d'autant plus que vous ne parlez plus le même langage? Je ne crois pas. Je crois que la situation est complexe, elle est difficile. Vous savez, les Nations Unies ont été présentes dans ce pays depuis plus de 60 ans, avec, par intermittence. Et là, la MONUSCO est là depuis longtemps. Il y avait une mission déjà qui était là avant. Encore une fois, les Nations Unies peuvent faire beaucoup. Elles peuvent apporter de l'aide humanitaire. On a encore vu ce matin dans le camp
l'action extraordinaire du HCR, de l'Organisation des migrations, de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale pour la santé et des autres acteurs. Tout ça, c'est essentiel. Ce sont les Nations Unies, je tiens à le rappeler. La MONUSCO, elle a un mandat, et son mandat, il est largement axé autour de la protection des civils. Protection du civil, ça suppose, en l'occurrence, chapitre 7, et recours à la force quand c'est nécessaire. Et ça, je crois que ça reste indispensable. On a rencontré le président de la République à Kinshasa avant-hier, et je ne crois pas qu'il ait souhaité que cela cesse du tout. Je pense qu'il est attaché à cela. Mais je crois qu'il est important que les responsabilités respectives soient bien clarifiées de manière à ce qu'on puisse agir de manière plus efficace vers une sortie de crise. Comme l'a dit mon collègue gabonais, la sortie de crise, en l'occurrence, elle ne peut être que politique, elle ne peut être que par la négociation. Mais dans l'urgence, il faut améliorer la sécurité, agir, utiliser la coercition quand c'est nécessaire, notamment contre les groupes, contre le M23 et contre d'autres. Et il faut régler certains des problèmes. Je tiens quand même à rappeler, et je parle sous le contrôle du président du comité des sanctions, qu'il y a trop d'armes dans ce pays. Les rapports d'experts disent que 80% des armes aux mains des groupes proviennent des FARDC. C'est un problème. Il faut le régler. Il y a un problème qui touche aussi aux ressources naturelles qui sont pillées. Tout le monde sait, c'est très clair, que les ressources naturelles dans l'est de la RDC sont pillées par les voisins dont on a parlé tout à l'heure. C'est scandaleux, ça doit cesser. Mais le pillage est une chose, l'exploitation des ressources naturelles en est une autre. Et il y a un vrai sujet depuis très longtemps en République démocratique du Congo, c'est comment exploiter de manière efficace les ressources naturelles afin que les bénéfices en retombent sur la population et que ça soit la population qui bénéficie de ces ressources. Ce sont deux sujets liés mais connexes mais qui sont quand même différents. Il y a beaucoup de sujets à traiter et qu'il faut traiter. Je pense que les Nations Unies peuvent faire beaucoup, elles ne peuvent pas tout régler à la place des autorités locales, elles ne peuvent pas non plus régler le comportement des voisins. On peut faire beaucoup, on peut faire plus, mais je crois qu'il faut que les choses soient très claires de ce point de vue-là. Je voudrais ajouter sur ce point, sur la question de notre ami du potentiel, que le divorce implique une rupture irrémédiable. Cela est très en retrait de la réalité et surtout des échanges productifs que nous avons eus depuis que nous sommes là avec les autorités congolaises, avec la société civile, avec les différents partenaires qui, pour la plupart, reconnaissent que la MONUSCO est un partenaire important, mais qu'ils en demandent plus à la MONUSCO, qu'il faut faire plus, qu'en dépit de l'implication de la MONUSCO, la détresse demeure, les difficultés demeurent, et qu'il faut sûrement reparamétrer un certain nombre de choses. Donc, il ne s'agit pas de la vacuité. Il faut certainement peut-être redimensionner, et nous avons reçu des autorités, redimensionner, n'est-ce pas, l'appui, le soutien reçu, n'est-ce pas, à l'ampleur des enjeux. Donc, je pense que la MONUSCO, elle est tenue par son mandat, et ce genre de visite nous permettent de comprendre les difficultés de mise en œuvre du mandat, et surtout pourquoi est-ce que le mandat ou alors l'appui ne donne pas les résultats escomptés. Je vous remercie. Merci. C'est la fin. On va poser le temps. Une question. Monsieur? Oui. Une dernière question. Moi, c'est Hossein Malvika. Je vous remercie pour être ici. Vous avez oublié une chose, le problème du Congo. Juste, je voulais savoir la position des Nations Unies par rapport aux questions des FDLR. Parce que ce sont les FDLR qui sont les sources des conflits entre le Congo et le Rwanda. Et on vous accuse, vous, les Nations Unies, d'amener la guerre du Rwanda en RDC. Parce que c'est les Nations Unies qui avaient donné la permission aux réfugiés rwandais de venir avec les armes en RDC. Vous exigez le gouvernement congolais de négocier avec les M23 et vous n'exigez pas les Rwandais de négocier avec les FDL.
quelle est la position des Nations Unies? Merci. Bon, là, on pourrait revenir en détail sur le passé. Je crois que vous n'avez pas tort. Beaucoup d'erreurs ont été commises, certainement, c'est vrai. Maintenant, on est confronté à une situation qui est celle qu'on a constatée depuis quelques jours ici et qu'on a encore constatée depuis hier à Goma et alentour. Notre priorité, c'est d'essayer d'améliorer cette situation, c'est d'essayer de venir en aide aux populations qui souffrent. On les a vus ce matin, on a vu les femmes, on a vu les camps de déplacés, c'est une urgence. Notre priorité, c'est d'améliorer la sécurité. Ça suppose une coopération améliorée entre la MONUSCO, les FARDC, la force régionale dont on n'a pas parlé, qui est en train de se déployer. C'est très important. Ça suppose enfin, qu'on le veuille ou non, que les différents protagonistes s'asseyent autour d'une table et essayent de trouver une solution. Il n'y a pas d'autre possibilité. Encore une fois, la négociation, la diplomatie doivent redevenir la priorité. Les partenaires régionaux et internationaux sont disponibles. Le processus de Luanda existe, il doit être soutenu et renforcé. Les efforts du président Lourenço qui est là et disponible pour aider. Donc je voudrais juste conclure en vous disant qu'il ne faut pas perdre espoir. La solution doit être politique. La sécurité doit être améliorée si c'est possible. Les comportements inacceptables non seulement doivent être dénoncés, mais tout doit être fait pour qu'il y soit mis fin. Et dans l'immédiat, je crois qu'il est urgent d'essayer d'apporter une réponse plus efficace au sort des populations. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.